Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer ma présentation des corrigés des sujets de l'examen national du bac 2016, filière internationale, option français, section deuxième bac SVT, matière sciences de la vie et de la terre, session normale. L'exercice que nous allons traiter dans cette séquence vidéo, c'est l'exercice 2, c'est l'exercice 2 de la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Voici l'énoncé de l'exercice. Donc, je vais commencer par une discussion générale du contenu de l'exercice. Et puis, donc, dans une deuxième phase, je vais présenter le détail des réponses aux différentes questions. Bien. Alors, vous avez ici, dans cette première partie de l'énoncé, euh, la rétinite pigmentaire est une tare génétique qui atteint les yeux. Elle se caractérise par une dégénérescence de la rétine et une perte progressive de la vision, évoluant généralement vers la cécité. Afin de mettre en évidence l'origine génétique de cette maladie, on propose l'étude suivante. Ce qu'on peut retenir dans cette introduction, c'est que nous sommes face à une tare héréditaire, une tare génétique, bien une maladie héréditaire si vous voulez, qui peut mener vers la cécité, c'est-à-dire la perte de la vision. Eh bien, on va présenter une étude concernant cette tare héréditaire. Bien. Plusieurs formes de cette maladie sont liées à une anomalie de la synthèse d'une protéine, la rhodopsine. Le locus du gène qui contrôle la synthèse de cette protéine est situé sur le chromosome numéro 3. Donc la rhodopsine, c'est un pigment qui intervient dans la vision. Donc il est produit par certaines cellules de la rétine, de l'œil. Donc il s'agit d'une protéine. Et puis lorsqu'on vous dit que c'est le chromosome numéro 3, et vous allez donc automatiquement comprendre qu'il s'agit d'une transmission autosomique puisque le chromosome numéro 3 dans le karyotype humain, c'est un autosome. La figure 1 du document 1 présente un fragment du brin transcrit du gène responsable de la synthèse de la rhodopsine chez deux individus. L'un a phénotype normal et l'autre est atteint de la rétinite pigmentaire. La figure B présente un extrait du tableau du code génétique. Donc, on vous présente une partie de la séquence nucléotidique au niveau du brin transcrit du gène pour l'allèle normal, donc chez une personne normale, c'est la figure petit a, et pour l'allèle muté, ou bien l'allèle mutant, pour la figure, donc toujours dans la figure petit a, et la figure petit b du même document, c'est-à-dire du document 1, elle nous présente une partie du code génétique. Bien, voici donc le document 1. Vous avez dans le document 1 deux parties. La figure A du document 1, la figure A du document 1 vous présente euh, donc des séquences nucléotidiques au niveau du gène, plus précisément le brin transcrit de l'ADN. Donc c'est une remarque toujours donc qu'il faut pour laquelle donc il faut faire attention. Donc on vous dit qu'on vous présente le brin transcrit. Voilà, vous avez le brin transcrit, c'est-à-dire le brin d'ADN transcrit au niveau du gène. Et vous avez chez l'individu sain, donc nous avons l'allèle normal, et chez l'individu malade, nous avons l'allèle mutant. On vous a ici numéroté les triplés des nucléotides 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eh bien,
vous devez comprendre que vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 triplés nucléotidiques au niveau du gène, et vous allez comprendre que ceci correspond à 6 acides aminés. Bien, donc il faut savoir que ce qu'on représente ici, ce n'est pas le gène entier, mais un fragment du gène. C'est-à-dire, vous pouvez avoir par exemple le triplet, ici on a commencé par le triplet 21, et puis donc jusqu'à 26. Imaginez par exemple que nous avons du triplet numéro 1 jusqu'au triplet numéro 100, par exemple. Supposons que nous avons par exemple 300 nucléotides, c'est-à-dire 100 triplés. Eh bien, vous devez savoir que il y a une partie après et avant cette partie qui est représentée. Donc, on a représenté uniquement une partie du gène et non pas le gène dans sa globalité. Et vous allez comprendre que la partie représentée du gène, ça correspond uniquement à la partie dans laquelle on peut déceler une différence des séquences nucléotidiques entre l'allèle normal et l'allèle mutant. Bien, on a dit ici donc, c'est le brin transcrit, et vous avez donc ici les triplés du numéro 21 jusqu'à 26 au niveau du gène, dans l'allèle normal porté par l'individu sain, et l'allèle mutant porté par l'individu atteint de cette maladie, c'est-à-dire la rétinite pigmentaire. Une remarque à propos du langage utilisé concernant les termes triplé et codon. On parle de triplé d'une façon générale, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a donc trois nucléotides, ou bien donc à chaque fois qu'on a trois nucléotides, on peut parler de triplé. Mais le terme codon, c'est un terme qui est spécifique pour l'ARN messager. Donc les triplés nucléotidiques qu'on peut avoir au niveau de l'ARN messager, ce sont les triplés qu'on peut appeler codons. Alors que triplet, c'est à chaque fois, triplet c'est un terme général, mais codon c'est un terme spécifique qui est lié à l'ARN messager. Donc, histoire de préciser, histoire de présenter des précisions sur le langage utilisé. Dans la figure B, vous avez dans la figure B de ce document, vous avez une partie du code génétique, c'est-à-dire vous avez les codons. Donc ici, lorsqu'on parle de codons, c'est-à-dire c'est en rapport avec l'ARN messager. Vous avez donc les codons et vous avez les acides aminés correspondants. Par exemple, ici, vous avez pour l'acide aminé c'est-à-dire le leucine, vous avez deux codons qui codent pour la leucine. C'est ici par exemple CUC et CUA. Pour l'acide aminé MET, c'est-à-dire méthionine, nous avons le codon AUG. Pour l'acide aminé sérine, nous avons deux codons UCG et UCA. Les codons UAG et UGA, ce sont des codons stop, c'est-à-dire ce sont les codons au niveau desquels la synthèse de la protéine s'arrête, donc au niveau de l'ARN messager. Bien, donc ici on nous présente le brin transcrit pour l'allèle normal et l'allèle mutant, et on nous présente une partie du tableau du code génétique. Donc vous connaissez que on peut avoir soit donc le tableau général, le tableau global du code génétique, qui nous présente les 64 codons. Et ces 64 codons, il y en a 61 qui codent pour des acides aminés et 3 qui sont des codons stop. Donc ça, c'est pour le tableau global, le tableau général du code génétique. Mais généralement, au niveau des exercices de ce genre, on peut vous présenter uniquement un extrait, c'est-à-dire une partie de ce tableau du code génétique, et vous allez comprendre facilement que cette partie, ça concerne uniquement ce dont vous avez besoin pour répondre aux questions de cet exercice. Eh bien, qu'est-ce que nous avons au niveau de la première question? On vous dit ici, en vous basant sur les deux figures du document 1, c'est-à-dire les deux séquences nucléotidiques
du gène au niveau du brin transcrit et la partie du code génétique, le petit tableau du code génétique, en vous basant sur les deux figures du document 1, déterminez la séquence de l'ARN messager et celle de la chaîne peptidique de la rhodopsine chez l'individu sain et chez l'individu malade. Puis, montrez la relation gène-protéine-caractère. Eh bien, euh, cette question comporte plusieurs éléments. Donc, il faut toujours être attentif pour ne pas laisser tomber un élément qui constitue une question donnée parce que, au niveau des réponses, il y a une correspondance bien sûr entre les éléments qui constituent la question et le barème qui est dédié à chaque question. Eh bien, toujours, histoire de vous dire que vous devez toujours lire minutieusement les questions pour ne pas en laisser tomber des éléments. En vous basant sur les deux figures du document 1, donc vous allez déterminer la séquence de l'ARN messager et la séquence de la peptidique pour l'allèle normal et pour l'allèle mutant. Donc, c'est ça les éléments qu'on doit donc retrouver dans la réponse. En plus, on vous dit montrer la relation gène, protéine, caractère héréditaire. Donc, ça c'est pour la première question. Donc, je dois tout simplement euh, mentionner que il y a deux parties dans cette question. Il y a donc la détermination des séquences nucléotidiques de l'ARN messager, c'est-à-dire les codons, et puis la séquence des acides aminés, c'est-à-dire la chaîne peptidique. Généralement, c'est une question qui est facile, sauf si donc on se trompe en ce qui concerne donc l'histoire du brin transcrit et du brin non transcrit. Donc c'est ça le point pour lequel donc il faut faire attention. La deuxième partie de la question, c'est la mise en évidence de la relation gène, protéine, caractère héréditaire. Donc, à mon sens, c'est une partie qui présente quelques difficultés pour bon nombre d'élèves. Et puis, donc, on va faire une petite discussion là-dessus pour lever toute confusion ou bien toute difficulté. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, donc, ça, c'est les données qui vont donc précéder la deuxième question. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la rétinite pigmentaire. Le document 3 présente le nombre d'allèles normaux et le nombre d'allèles responsables de la maladie chez des sujets de cette famille. Eh bien, vous avez ici le document 3 et le document 4. Le document 3, c'est un arbre généalogique. Eh bien, quelle est la problématique qu'on peut se poser à partir d'un arbre généalogique? Eh bien, c'est tout simplement, on doit déterminer le mode de transmission de la maladie. Et puis, à partir de la détermination du mode de transmission de la maladie, on va pouvoir discuter les génotypes d'un certain nombre d'individus qui appartiennent à cette famille, pardon. Et aussi, on peut procéder au calcul du risque d'apparition de la maladie chez un couple donné. Bien, donc commençons par la première problématique, c'est-à-dire le mode de transmission de la maladie. Ce qui caractérise cet exercice, c'est que l'arbre généalogique tout seul est insuffisant pour déterminer le mode de transmission de la maladie. Parce que généralement, donc vous devez savoir que en génétique humaine, on peut vous présenter l'arbre généalogique, mais dans plusieurs cas, dans plusieurs situations, on peut constater que l'arbre généalogique lui-même, tout seul, n'est pas suffisant pour pouvoir indiquer le mode de transmission de la maladie. Eh bien, généralement, on vous présente, en plus de l'arbre généalogique, on vous présente d'autres données, comme un petit texte qui vous donne des renseignements à propos de la maladie, ou bien des résultats de l'analyse des protéines par électrophorèse chez les individus,
ou bien chez certains individus de la famille, ou bien les résultats d'analyse des fragments d'ADN aussi par électrophorèse, c'est-à-dire avec la technique du Southern blot. Eh bien, lorsqu'on vous présente les résultats de l'analyse de l'ADN, c'est-à-dire on va vous présenter des résultats qui vont vous permettre d'identifier, d'indiquer donc le génotype d'un certain nombre d'individus appartenant à cette famille. Donc, en génétique humaine, il faut donc tenir compte de l'arbre généalogique lui-même pour pouvoir donc répondre à toutes les questions. Il faut tenir compte de l'arbre généalogique, du texte qui accompagne l'arbre généalogique et d'autres résultats, d'autres analyses, comme par exemple l'analyse des protéines par électrophorèse, l'analyse de l'ADN par électrophorèse, ou bien aussi on peut vous présenter, à côté de l'arbre généalogique, on peut vous présenter un karyotype ou bien des karyotypes d'un certain nombre d'individus qui appartiennent à la famille représentée dans l'arbre généalogique. Donc, il faut tenir compte de toutes les données de l'exercice pour pouvoir répondre aux questions et résoudre les différents problèmes qui se posent. Eh bien, dans le cadre de la détermination du mode de transmission d'une maladie donnée, j'ai trouvé très utile de vous présenter ce schéma de synthèse. Donc ça, c'est un petit rappel. Bien sûr, c'est un schéma de synthèse, donc dans ce cas-là, qui ne fait pas partie de l'énoncé de l'exercice, mais tout simplement pour vous dire que nous avons donc, je vais vous expliquer la signification du terme mode de transmission de la maladie. Eh bien, le mode de transmission de la maladie, ça concerne la réponse à deux questions. La question liée aux allèles qui sont étudiés, c'est-à-dire est-ce qu'on a un allèle dominant face à un allèle récessif, ou bien est-ce qu'on a un cas de codominance. Dans ce schéma, on a présenté uniquement deux situations. Donc on a négligé la situation où l'on pourrait avoir un cas de codominance. On a insisté surtout sur le cas de maladie dominante ou bien maladie récessive. Il faut faire attention à ce jargon, utiliser donc le jargon des généticiens. Lorsqu'on vous dit la maladie est dominante, dans le jargon des généticiens, cela signifie que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Et lorsqu'on vous dit maladie récessive, cela signifie que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Donc ici, vous avez deux hypothèses. On a négligé la troisième, c'est-à-dire l'hypothèse de la codominance. Donc on va insister sur deux hypothèses. Soit la maladie est dominante, soit la maladie est récessive. Et à partir de chacune de ces deux hypothèses, donc on a encore trois ramifications. Donc vous avez ici 1, 2, 3. Donc j'ai représenté ici trois couleurs. Donc vous avez le vert, le rose et le bleu. Eh bien, ces trois ramifications, ça nous présente trois autres hypothèses qui sont en rapport avec l'emplacement du locus du gène. L'emplacement du locus du gène, alors nous avons trois hypothèses. Soit qu'il s'agit d'une transmission autosomique, c'est-à-dire le locus du gène est situé sur un autosome, c'est-à-dire sur un chromosome non sexuel, soit nous avons une transmission gonosomique. Transmission gonosomique, soit nous avons une transmission gonosomique liée à X, c'est-à-dire on entend par transmission gonosomique liée à X, c'est-à-dire le gène est situé sur la partie propre au chromosome X. Soit nous avons une transmission gonosomique liée à Y, c'est-à-dire le gène est situé sur la partie propre à Y. Et vous avez ces trois cas, ces trois hypothèses, que ce soit dans le cas où on a une maladie dominante ou bien dans le cas où on a une maladie récessive. Donc, transmission autosomique, transmission gonosomique liée à X, c'est-à-dire la partie propre à X, et transmission gonosomique liée à la partie propre à Y. Voilà donc toutes les hypothèses possibles, si vous voulez, donc dans la majorité des cas. Alors, tout simplement, comme petite remarque, qu'est-ce que l'on a négligé dans ce schéma de synthèse?
on a négligé le cas de la codominance et on a négligé le cas de la situation du chromosome, du locus du gène sur la partie commune entre X et Y. Parce qu'il y a une partie, les chromosomes X et Y, ils sont partiellement homologues, c'est-à-dire il y a une partie qui est homologue entre le chromosome X et le chromosome Y. Donc c'est une situation rare, pour ne pas dire inexistante. Donc à votre niveau, on va dire c'est une situation inexistante. Et c'est la situation qu'on a négligée. Donc on a négligé la codominance et on a négligé la partie commune entre le chromosome X et Y. Donc, transmission autosomique, transmission gonosomique liée à X, c'est-à-dire le gène est situé sur la partie propre à X ou bien à la partie propre à Y. Donc, ici vous avez trois hypothèses. Et dans ce cas de la maladie dominante, et les mêmes hypothèses donc se répètent dans le cas de la maladie récessive. Je tiens aussi à vous dire que lorsqu'on va essayer à partir d'un certain nombre de données, comme par exemple l'arbre généalogique ou bien d'autres données, de résoudre ce problème donc du mode de transmission, on peut se poser la question, est-ce qu'on va commencer par répondre à la problématique de la dominance ou bien à la deuxième problématique, c'est-à-dire l'emplacement du locus du gène? Eh bien, d'après les données, vous devez toujours commencer par ce qui paraît le plus évident. Dans certains cas, vous pouvez automatiquement dire que c'est la dominance ou bien c'est la récessivité. Donc vous commencez par la question de la dominance et de la récessivité, ou bien vous commencez par la question de l'emplacement du locus du gène. Donc selon les données, on commence toujours, il n'y a pas de règle générale, mais on commence toujours par ce qui nous paraît le plus sûr et le plus évident d'après les données. Voilà donc, vous devez donc tenir donc compte de ce schéma de synthèse lorsque vous travaillez sur des exercices de génétique humaine. La deuxième question, donc parce que donc on va revenir à l'énoncé de l'exercice. Donc dans cet énoncé, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer deux choses. D'une part, on peut remarquer ici que à chaque fois qu'on a un individu atteint, il y a au moins l'un des deux parents est atteint. Donc ça, c'est une remarque générale donc, qui concerne cet arbre généalogique. À chaque fois qu'on a un individu qui est atteint de la maladie, il y a l'un des deux parents qui, lui aussi, il est atteint. Mais donc ceci, c'est un indice qui nous montre qu'il s'agit d'une maladie dominante. Mais ce n'est pas une preuve forte, c'est seulement un indice qui nous laisse penser qu'il s'agit d'une maladie dominante, c'est-à-dire l'allèle responsable de la maladie est dominant et l'allèle normal est récessif. Donc j'ai dit, c'est un indice qui peut nous laisser penser à une maladie dominante, mais ce n'est pas une preuve forte. Bien. Et si, qu'est-ce qu'on peut constater à partir de ce tableau, le tableau du document 3 qui nous présente l'analyse de l'ADN chez les individus de cet arbre généalogique, c'est que vous avez donc soit l'allèle normal, soit l'allèle mutant. Et par exemple, l'individu 1, il a deux allèles, deux copies de l'allèle normal et zéro copie de l'allèle responsable de la maladie. Et vous pouvez donc lire tout le tableau. L'individu 1, 2, donc il porte une copie de l'allèle normal et une copie de l'allèle responsable de la maladie. Donc 1, donc il est hétérozygote. 2, 0, il est homozygote pour l'allèle normal. 1, hétérozygote. 1, etc. 2, 0, était homozygote pour l'allèle normal et ainsi de suite. Alors, quelle est l'idée je dirais donc l'idée la plus importante que l'on peut tirer de ce tableau, c'est que tous les individus, quel que soit leur sexe, que ce soit les individus de sexe masculin ou bien les individus du sexe féminin, regardez ici par exemple 1, c'est un homme, donc 1, c'est un homme, 2, c'est une femme, donc une femme elle est hétérozygote. Qu'est-ce qu'on peut constater à partir de ce tableau? C'est que tous les individus, quel que soit le sexe de l'individu, tous les individus, elles portent toujours deux allèles. Parce que vous avez 2 plus 0 égale à 2,
1 plus 1 égale à 2. Donc, quel que soit le sexe, les individus portent toujours deux allèles. Eh bien, ceci, ça montre quoi? Ça montre tout simplement qu'il s'agit d'une transmission autosomique. Et vous allez me dire pourquoi? Eh bien, s'il s'agissait d'une transmission gonosomique liée au chromosome X, c'est-à-dire le locus du gène serait donc porté par la partie propre au chromosome X, c'est-à-dire le Y serait considéré comme étant vide. Dans ce cas de figure, les individus de sexe masculin doivent porter uniquement un seul allèle, un seul exemplaire d'allèle, puisque le Y, il est vide. Eh bien ici, quel que soit le sexe d'individu, on a toujours deux allèles, parce que 1 plus 1 égale à 2, et 2 plus 0 égale à 2. Donc lorsque tous les individus, quel que soit leur sexe, ils portent toujours chacun deux allèles, eh bien c'est l'argument qui nous montre qu'il s'agit d'une transmission autosomique. Bien. À partir donc, ça c'est en ce qui concerne donc la transmission autosomique. Euh, Revenons donc à la problématique de la dominance. Dans ce cas-là, l'arbre généalogique tout seul, c'est pas suffisant pour nous montrer le cas de la dominance. Hein, donc euh, vous pouvez par exemple prendre un crayon, vous pouvez donc redessiner cet arbre généalogique et essayer donc d'envisager toutes les hypothèses possibles. Et à chaque fois que vous essayez de déterminer le génotype de tous les individus de l'arbre généalogique, vous allez trouver que vous pouvez imaginer donc deux hypothèses contradictoires, deux hypothèses opposées, et vous pouvez trouver donc que les deux hypothèses ne présentent pas de contradiction avec l'arbre généalogique. Tout simplement pour vous dire que l'arbre généalogique à lui seul, ce n'est pas suffisant pour répondre à la question de la dominance. Eh bien, comment va-t-on répondre à la question de la dominance? Eh bien, dans ce cas-là, le tableau, il est intéressant. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, on va prendre par exemple 2, 2. 2, 2, c'est une femme. Regardez ici, vous avez la femme 2, 2. C'est une femme atteinte de la maladie. Elle est atteinte de la maladie et au niveau des gènes, qu'est-ce qu'on retrouve pour 2, 2? Pour 2, 2, on trouve qu'elle porte les deux allèles. Eh bien, que veut dire avoir deux allèles et présenter la maladie? C'est-à-dire être hétérozygote, c'est-à-dire au niveau du génotype, elle porte à la fois l'allèle normal et l'allèle mutant. Au niveau du phénotype, elle est malade. Eh bien, tout simplement, cela veut dire que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Donc, ici, pour vous dire tout simplement que c'est à partir, l'arbre généalogique lui-même n'est pas suffisant pour répondre ni à la question de la dominance, ni à la question de l'emplacement du locus du gène. Donc, c'est en tenant compte des données relatives, au tableau et des données relatives à l'arbre généalogique qu'on a pu répondre aux deux questions, c'est-à-dire la question de la dominance et la question de l'emplacement du locus du gène. Donc, dans la question 2, on vous dit, en vous basant sur les données du document 2 et 3, montrez que l'allèle responsable de cette maladie est dominant et porté par un autosome. Donc, on va voir donc comment on va présenter. Donc, je vous ai répondu à cette question comme ça, de façon globale, et on va voir qu'est-ce qu'on va présenter au niveau de la rédaction dans le détail de la réponse à cette question. Il reste une troisième et dernière question. On vous dit ici, dans le cas d'un mariage entre 3-3 et 3-4. Revenons à l'arbre généalogique. 3-3 et 3-4. Regardez ici, 3-3, c'est cet homme-là, et 3-4, c'est cette femme. Donc on veut lier ces deux individus, cet homme et cette femme-là, avec la liaison du mariage. Alors dans ce cas-là, dans le cas d'un mariage entre 3-3 et 3-4,
Calculez la probabilité pour que le couple donne naissance à un enfant sain. Donc ici, un enfant sain. Justifiez votre réponse à l'aide d'un échiquier de croisement. Donc, on va calculer la probabilité. Donc, ce couple, cet homme et cette femme, ils sont tous les deux atteints de la maladie. Donc, il veut savoir est-ce qu'ils ont une chance de donner naissance à un enfant qui est sain, bien que les deux membres du couple sont atteints de la maladie. Et puis ici, on vous présente donc les, les symboles qu'il faut utiliser pour représenter les deux allèles. Donc grand R et petit r, eh bien tout simplement, pour utiliser des symboles, il faut en expliquer la signification. Donc vous allez dire que grand R, c'est l'allèle dominant responsable de la maladie, et petit r, c'est l'allèle récessif qui est lié au cas normal. Donc avant de pouvoir, donc, il faut faire attention ici. On vous a présenté des symboles, il faut les utiliser, mais avant de les utiliser, il faut indiquer pour chaque symbole qu'est-ce qu'il représente comme phénotype et est-ce qu'il est dominant ou bien est-ce qu'il est récessif. Par exemple, l'allèle grand R, il représente le cas de la maladie, l'allèle petit r, il représente le cas normal. L'allèle grand R est dominant, l'allèle petit r est récessif. Donc ce sont des renseignements que vous êtes obligé de présenter avant, si vous voulez, d'avoir le droit d'utiliser un symbole, histoire de vous dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser un symbole sans en avoir précisé la signification. En ce qui concerne le phénotype en question et l'histoire de la dominance-récessivité. Alors ici, quelle est en génétique humaine, quelle est la façon avec laquelle on va calculer la probabilité ici d'avoir un enfant sain pour le couple 3-3 et 3-4. Eh bien, le moyen de calculer la probabilité, c'est dresser une interprétation chromosomique. L'interprétation chromosomique du mariage entre 3-3 et 3-4, entre l'homme 3-3 et la femme 3-4. Donc, pour réaliser pour calculer la probabilité de l'apparition de la maladie ou bien l'apparition du cas normal dans la descendance d'un couple, il faut faire donc l'interprétation chromosomique. Et avant de faire l'interprétation chromosomique, il faut déterminer le génotype des deux membres du couple. Parce que si vous n'avez pas le génotype des deux membres du couple, vous êtes donc dans la capacité de réaliser votre interprétation chromosomique. Donc l'interprétation chromosomique, ça nécessite donc de savoir le mode de transmission de la maladie et il faut savoir le génotype des individus qui sont concernés par cette interprétation chromosomique. Eh bien, on va donc revenir au début pour répondre aux questions une à une. Voilà. Donc, nous avons dit au début, c'est une tare génétique qui peut provoquer la cécité. Elle est liée à une protéine qui est sécrétée, qui est synthétisée par des cellules de la rétine de l'œil. Cette protéine s'appelle la rhodopsine. Le locus du gène est situé sur le chromosome numéro 3. Et vous avez dans le document 1, on vous présente des parties du gène, des séquences nucléotidiques d'une partie du gène correspondant au brin transcrit, donc le brin transcrit, et on vous présente une partie du code génétique, une partie du tableau du code génétique. Et on vous dit, dans la première question, en vous basant sur les deux figures du document 1, déterminer la séquence de l'ARN messager et celle de la chaîne peptidique de la rhodopsine chez l'individu sain et chez l'individu malade, puis montrer la relation gène, protéine, caractère. C'est-à-dire que dans un premier temps, donc, je vais transformer
les séquences nucléotidiques de l'ADN au niveau du brin transcrit, je vais les transformer en une séquence nucléotidique d'ARN messager, c'est-à-dire ce qui va me donner les codons. Et dans un deuxième temps, je vais transformer les codons en une séquence d'acides aminés en se basant sur le tableau du document, de la figure B du document 1. Et puis, donc ce travail, on doit le faire pour le cas de l'individu sain et on va faire la même chose pour le cas de l'individu malade. Et puis, on va donc montrer cette fameuse relation gène, protéine, caractère héréditaire. Bien, commençons par la première partie de cette question, de la réponse à la question numéro 1. Voilà ici, vous pouvez constater que vous avez donc deux parties. Voilà. Vous avez une partie qui concerne l'individu sain et vous avez une partie qui concerne l'individu atteint de la maladie. Et pour donc vous mettez l'individu sain, le brin transcrit de l'ADN au niveau du gène, l'ARN messager, la séquence peptidique. Donc, vous avez ici le brin transcrit, c'est ce qu'on vous présente dans les données. Vous allez le transformer en une séquence d'ARN messager, et puis vous allez utiliser le tableau pour le transformer en une séquence d'acides aminés. Donc, c'est ce qu'on appelle la séquence peptidique. Et vous pouvez constater, donc, et on va faire la même chose pour la séquence correspondant à l'individu malade. Toujours, nous avons ici dans cette première ligne de ce tableau le brin transcrit au niveau du gène, c'est-à-dire au niveau de l'ADN, l'ARN messager, et puis la séquence peptidique. Eh bien, vous pouvez donc constater ici que il y a une différence dans la séquence, dans les deux séquences des acides aminés, au niveau d'un acide aminé, c'est-à-dire le troisième qui correspond au triplet 23. Le triplet 23 au niveau de l'ADN, c'est-à-dire le codon numéro 23 au niveau de l'ARN messager. Alors, dans le codon, donc, puisque la mutation touche l'ADN, on peut comparer la séquence de l'ADN. Donc, le 23, le triplet numéro 23 au niveau de l'ADN, plus précisément au niveau du brin transcrit, nous avons CCC au niveau de l'allèle normal et nous avons CAC au niveau de l'allèle mutant. Il s'agit donc d'une mutation par substitution, c'est-à-dire la mutation a substitué le nucléotide C par le nucléotide A au niveau du triplet numéro 23. Et ceci donc va se répercuter sur la séquence nucléotidique de l'ARN messager, c'est-à-dire le triplet 23 au niveau de l'ARN messager, ça va vous donner un codon GGG qui correspond à l'acide aminé glycine, GLY, et le codon correspondant au niveau de l'allèle mutant, ça va devenir donc GUG qui va nous donner un autre acide aminé, c'est la valine, symbolisée par Val. Il s'agit donc d'une mutation, j'ai dit, par substitution. Bien, donc après avoir présenté donc ça, ici on a répondu à la première partie de la question. La deuxième partie, c'est on nous demande de présenter la relation, toujours la suite de la question numéro 1. On nous demande de présenter la relation gène, protéine, caractère héréditaire. Eh bien, c'est la question, donc tout ce qui concerne donc le chapitre en rapport avec l'expression de l'information génétique, c'est la question qui pose pas mal de problèmes pour beaucoup d'élèves. Eh bien, tout simplement, je vais vous dire que veut dire présenter la relation gène-protéine-caractère? C'est-à-dire que vous devez présenter un certain nombre d'éléments qui nous montrent qu'il y a une relation. Eh bien, en résumé, c'est quoi la relation gène-protéine-caractère héréditaire? C'est tout simplement, à chaque fois qu'il y a une modification au niveau du gène, suite à une mutation, ça va se répercuter sur la séquence peptidique de la protéine, et du coup, la structure et la fonction biologique de la protéine va être touchée, et cela,
ça va se répercuter sur l'aspect phénotypique du caractère héréditaire. Dans ce cas-là, donc, on va passer, donc, au niveau du gène, si on passe de l'allèle normal vers l'allèle mutant, eh bien, au niveau de la protéine, on passe de la protéine fonctionnelle vers la protéine non fonctionnelle. Et au niveau de l'aspect phénotypique du caractère héréditaire, on va passer de l'état d'un individu qui est sain vers un individu qui est atteint de la maladie. Donc c'est ça l'idée générale. Donc tout changement au niveau des gènes, ça va influencer sur la fonction de la protéine et puis l'aspect phénotypique du caractère héréditaire. Et donc cette idée générale, vous allez la présenter sous forme d'un certain nombre de points que je vais vous présenter ici. Bien, donc j'ai un petit peu présenté ces points, ces idées. Donc chaque point correspond donc à une idée. Et toutes ces idées-là, c'est ce qui va nous montrer qu'il existe une relation entre le gène et la protéine et le caractère héréditaire. Bien, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc on va dire que la mutation par substitution, donc vous allez partir de l'exemple que vous avez étudié, mutation par substitution du deuxième nucléotide C, du triplet numéro 23, par le nucléotide A au niveau du gène codant pour la rhodopsine. L'allèle normal se transforme alors en allèle mutant. Donc, suite à une mutation par substitution, et on a indiqué donc de quoi il s'agit au niveau de cette substitution, l'allèle normal se transforme en allèle mutant. Et on va passer à ce qui se passe au niveau de la protéine. Substitution de l'acide aminé GLI par l'acide aminé VAL en position 23, donnant naissance à une protéine modifiée au niveau de sa séquence en acide aminé. Et par conséquent, on a donc le troisième point, protéine non fonctionnelle qui est à l'origine de la maladie. Donc, c'est quoi? Établir la relation, c'est la mutation modifie le gène, la protéine devient non fonctionnelle, la manifestation phénotypique du caractère héréditaire va donc nous donner un individu atteint de la maladie. Donc voilà, c'est comme si dans la dernière partie, on a fait une petite récapitulation pour montrer donc cette fameuse relation, c'est-à-dire s'il y a un changement au niveau du gène, on aura un changement au niveau de la séquence en acide aminé de la protéine qui va donc influencer sa fonction biologique et ceci va se répercuter sur l'aspect phénotypique du caractère héréditaire. Voilà donc la relation gène, protéine, caractère héréditaire. Donc, avec cela, vous avez ici la première partie de la réponse à la question 1. C'est les séquences des codons et des acides aminés. La deuxième partie, c'est toujours de la réponse à la question numéro 1. C'est donc établir la relation gène, protéine, caractère héréditaire. Et puis, donc, on va passer à la suite. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la rétinite pigmentaire. Le document 3 présente le nombre d'allèles normaux et le nombre d'allèles responsables, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires d'allèles normaux et responsables de la maladie chez des sujets appartenant à cette famille. Eh bien, vous avez ici l'arbre généalogique et vous avez le tableau. Il vous présente pour un certain nombre d'individus chaque individu, combien il a d'allèles, d'exemplaires de l'allèle normal et combien il a d'exemplaires de l'allèle responsable de la maladie. Et à partir donc du document 2, qui est l'arbre généalogique, et du document 3, qui est donc le résultat de l'analyse de l'ADN, donc pour présenter les allèles, on va pouvoir répondre à la question numéro 2. On vous dit ici, en vous basant sur les données des documents 2 et 3, montrez que l'allèle responsable de cette maladie est dominant et porté par un autosome. Donc ici, dans la réponse, on a répondu tout d'abord à la question de l'emplacement du locus du gène,
Donc on va dire, on va montrer qu'il s'agit d'une transmission autosomique dans un premier temps, et puis après, on va dire qu'il s'agit d'un allèle responsable de la maladie qui est dominant. Alors pourquoi? Donc je vous ai dit tout à l'heure que on doit répondre à la chose qui est la plus évidente. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut donc et rapidement, je vais revenir à cet arbre généalogique et ce document 3. On va dire tout simplement que, puisque tous les individus, quel que soit leur sexe, ils portent deux allèles, eh bien, il s'agit d'une transmission autosomique parce que dans le cas d'une transmission gonosomique liée à la partie propre à X, les individus de sexe masculin doivent prendre un seul allèle. Soit on a 1, 0, soit on a 0, 1. Dans ce cas-là, les individus de sexe masculin, eux aussi, ils portent deux allèles. Donc, ce n'est pas une transmission gonosomique liée à la partie propre à X. Donc, on va dire que c'est une transmission c'est une transmission autosomique. Mais aussi, il faut aussi éliminer la troisième hypothèse, c'est-à-dire la transmission gonosomique liée à la partie propre à Y. Eh bien, pour cette troisième hypothèse, puisque nous avons des individus de sexe féminin qui sont atteints, donc ce ne peut pas être lié à la partie propre à Y parce que les individus de sexe féminin ne portent pas l'allèle Y. Voilà donc. Le... Et puis, ça c'est la question de l'emplacement du locus du gène. Et pour la dominance récessivité, on va prendre ici un individu qui est atteint de la maladie et en même temps, au niveau du tableau, ça nous montre qu'il est hétérozygote. C'est le cas par exemple de 2-2. Alors 2-2, c'est la femme 2-2. Donc c'est une femme qui est atteinte de la maladie, selon l'arbre généalogique, et il est hétérozygote, selon le tableau. Alors être hétérozygote, c'est-à-dire porter à la fois l'allèle normal et l'allèle responsable de la maladie, et au niveau phénotypique, on est atteint de la maladie, eh bien cela veut dire tout simplement que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Voici donc la réponse à la question numéro 2. La réponse à la question numéro 2, voilà. Le gène ne peut pas être porté par la partie propre à Y, puisque l'arbre généalogique du document 2 présente des individus du sexe féminin atteints. Donc ça, on a éliminé la partie propre à Y. Le gène ne peut pas être porté par la partie propre à X, puisque le document 3 montre que les individus des deux sexes portent chacun deux allèles. S'il s'agissait d'une transmission gonosomique liée à la partie propre à la partie propre à X, les individus du sexe masculin n'auraient porté qu'un seul allèle chacun, étant donné que Y serait vide. Ça, c'est comment donc on a éliminé la partie propre à X. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement la transmission autosomique. Donc, conclusion, le gène est porté par un autosome, c'est-à-dire le couple d'allèles est porté par une paire d'autosomes homologues. Donc ici, on a répondu à la question de l'emplacement du locus du gène. Donc on a dit que c'est une transmission autosomique. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la réponse à la question de la dominance. Eh bien, vous avez la femme de 2 porte deux allèles selon le document 3. Elle est donc hétérozygote. Et puisqu'elle est atteinte selon l'arbre généalogique, donc elle est atteinte de la maladie, selon l'arbre généalogique du document 2, eh bien donc l'allèle responsable de la maladie est dominant, et on le note grand R, et l'allèle normal est récessif, et on le note petit r. Donc ici, vous indiquez donc la dominance et la récessivité et vous saisissez l'occasion pour présenter les symboles que vous allez utiliser dans la représentation des génotypes et dans l'interprétation chromosomique. Bien. Passons maintenant à la troisième et la dernière question. Dans le cas d'un mariage entre 3,3 et 3,4, calculez la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant sain. Justifiez votre
réponse à l'aide d'un échiquier de croisement. Ici, une remarque très importante. Lorsqu'on vous parle d'un échiquier de croisement, eh bien, tout simplement, indirectement, on vous demande de dresser l'interprétation chromosomique parce que il y a jamais, on ne peut jamais présenter comme ça, on ne peut pas parachuter un échiquier de croisement comme ça, sans que cet échiquier soit une partie intégrante de toute une interprétation chromosomique du début jusqu'à la fin. Et je vais vous présenter donc dans cet exemple-là, c'est quoi les éléments qui constituent une interprétation chromosomique. Et l'échiquier de croisement, il fait partie de l'interprétation chromosomique. Donc lorsqu'on vous dit en vous aidant d'un échiquier de croisement, c'est-à-dire tout simplement indirectement, on vous dit réaliser l'interprétation chromosomique du début jusqu'à la fin. Et pour réaliser l'interprétation chromosomique, on doit savoir le génotype des individus qui sont donc en relation avec notre interprétation chromosomique, à savoir l'homme 3,3 et la femme 3,4. Revenons rapidement à l'arbre généalogique pour chercher ces deux individus 3,3 et 3,4. Voici donc 3,3 et 3,4. 3,3 et 3,4, ça c'est un homme, ça c'est 3,4, c'est une femme. Alors, ce sont des individus atteints de la maladie. Eh bien, vous allez me dire que si quelqu'un est atteint de la maladie, donc il peut être soit grand R sur grand R, ou bien il peut être grand R sur petit r. Eh bien, pour trancher entre ces deux hypothèses, parce qu'on est obligé de déterminer le génotype des individus en question avant de réaliser l'interprétation chromosomique et du coup avant de calculer la probabilité de la naissance, d'avoir dans la descendance de ce couple un individu, un enfant sain. Eh bien, pourquoi ces deux individus sont hétérozygotes? Parce que chacun est là un parent non atteint. Prenons par exemple l'homme 3, son père, il est sain, c'est-à-dire il a un génotype petit r sur petit r. Donc obligatoirement, puisqu'il est homozygote pour l'allèle normale, il doit donner une copie de l'allèle normale à son enfant 3,3. Et puisque donc l'enfant 3,3 doit obligatoirement avoir un allèle petit r. Et puisqu'il est atteint de la maladie, eh bien c'est la preuve, c'est l'argument qu'il a hérité un allèle grand R de sa maman. Et on va faire donc le même raisonnement pour, la femme 3,3. Donc la femme 3,3, sa mère, elle est saine, c'est-à-dire sa mère, elle a comme génotype petit r sur petit r. Donc obligatoirement, cette femme 3,4, elle doit hériter un allèle petit r de sa maman. Et puisqu'elle est atteinte, cela montre qu'elle a hérité un allèle grand R responsable de la maladie de son père. Donc, les deux membres de ce couple, ils sont tous les deux hétérozygotes. Donc, parce que on ne peut pas présenter notre interprétation chromosomique sans avoir montré tout d'abord le génotype des individus en question. Donc, des individus qui sont concernés par cette interprétation chromosomique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette troisième question? Dans le cas d'un mariage 3,3 et 3,4, calculez la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant sain. Justifiez votre réponse avec un échiquier de croisement et vous allez comprendre avec une interprétation chromosomique. Donc, l'interprétation chromosomique, c'est le moyen de calculer soit le risque d'avoir un enfant malade ou bien la chance d'avoir un enfant sain. Donc, et avant de réaliser l'interprétation chromosomique, il faut déterminer le génotype des individus en question. Et voici donc ce que vous devez présenter au niveau de la réponse à la troisième question. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Pour calculer le risque d'apparition de la maladie dans la descendance, ou bien la chance d'apparition d'avoir un enfant sain dans un couple, on doit effectuer l'interprétation chromosomique. Et avant cela, il faut déterminer les génotypes respectifs des deux parents. Donc ici, on ne veut pas calculer le risque d'avoir un enfant atteint, mais on veut calculer la chance d'avoir un enfant sain. Eh bien, on doit
tout d'abord, avant de réaliser l'interprétation chromosomique, il doit présenter le génotype. Eh bien, donc notre interprétation chromosomique, si vous voulez, ça commence par ce tableau-là. Donc ça, c'est le début de notre interprétation chromosomique. Alors, qu'est-ce que vous avez dans l'interprétation chromosomique? Donc la première ligne, donc vous avez très bien donc, le schéma classique de l'interprétation chromosomique. La première ligne, on présente les phénotypes. La deuxième, génotype, réduction chromatique, les gamètes, leur type et leurs proportions respectives. Et après, on arrive à l'échiquier de croisement. Et après l'échiquier de croisement, on donne les résultats. Donc ça, ce sont les éléments que vous devez donc savoir. Ce sont les éléments classiques de toute interprétation chromosomique. Et c'est ce que nous avons présenté ici. Donc phénotype, l'homme 3-3, il a un phénotype grand R parce qu'il est atteint. La femme 3-4, elle aussi, elle a un phénotype grand R. Génotype, grand R sur petit r, grand R sur petit r. Donc les deux membres de ce couple sont tous les deux donc hétérozygotes. Et on va justifier, et c'est la même justification pour la justification du génotype, c'est la même justification pour les deux membres du couple, c'est-à-dire 3 et 3-4 sont atteints et ont chacun un parent sain, petit r, petit r. Ils sont donc hétérozygotes. Parce qu'il est atteint, c'est-à-dire qu'il porte le grand R, il a un parent homozygote, petit r, c'est-à-dire un parent sain, donc il doit obligatoirement hériter un allèle petit r. Donc, et pour combiner entre les deux situations, il faut donc imaginer qu'il doit être hétérozygote, c'est-à-dire grand R, petit r. Et dans la ligne suivante, on va présenter les types de gamètes. Donc, si on est hétérozygote grand R, petit r, c'est-à-dire au niveau des gamètes, on va produire 50% de gamètes qui portent un grand R et 50% de gamètes qui portent un petit r. Et c'est ce qui va nous mener à l'échiquier de croisement, qui est le suivant. Voici donc l'échiquier de croisement. Et vous avez donc une femelle, un mâle, etc. Grand R, petit r, un demi, un demi. Et vous avez donc, c'est un échiquier de croisement très simple, donc. Et grand R, petit r, etc. Donc grand R. Et on a donc dans la descendance, vous pouvez comprendre qu'on a 75% de risque de donner un enfant atteint et 25% de chance de donner un enfant sain. Et puisque la question nous demande de calculer la chance, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un enfant sain, eh bien, la conclusion, elle est la suivante. La probabilité d'avoir un enfant sain, c'est 25%. Voilà, donc j'espère que cet exercice donc, vous aurait porté des éléments utiles et donc c'est la fin de cet exercice. Donc, je vais continuer donc sur le même sujet dans les séquences vidéo à venir. Et je vous souhaite bonne chance dans votre préparation au bac. Et donc, portez-vous bien et à la prochaine.